Salut, c'est Pauline et Bateau et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Il y a quelques semaines, j'ai demandé à mes abonnés sur Instagram de me poser des questions que je pourrais utiliser pour cette vidéo. Cette vidéo, c'est une deuxième FAQ, une deuxième foire aux questions. J'ai sélectionné 5 questions, parmi lesquelles des sujets qui reviennent tout le temps et je suis ravie de enfin prendre le temps pour pouvoir répondre à vos questions. Mais avant, petit rituel, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Je suis Pauline Guillouche, gastro-entérologue. Ici, sur mon compte, tu trouveras des astuces pour ta santé digestive, ta santé également hépatique. Alors n'hésite pas. C'est parti pour la première question. Quand les laxatifs ne font plus effet, comment peut-on faire? J'imagine bien sûr que la personne qui me pose la question est en situation de constipation, c'est-à-dire d'avoir moins de 3 selles par semaine. La première des choses à faire lorsque c'est une constipation qui est inhabituelle ou quand il y a des symptômes digestifs, il faut absolument consulter, en parler à votre médecin généraliste en premier lieu. Ensuite, si je pars du principe où une maladie dite organique a été éliminée et qu'on est sur une constipation dite fonctionnelle, ça veut dire que vraisemblablement il n'y a pas de maladie mise en évidence, et bien ce que je fais toujours systématiquement avant de discuter la mise en place de médicaments, c'est de revoir les habitudes du patient. Est-ce que vous buvez suffisamment? Vous vous hydratez dans la journée? Est-ce que vous apportez dans votre alimentation suffisamment de fruits et de légumes, de fibres, de légumineuses par exemple, pour avoir un bon transit? Et s'il n'y a pas assez de fibres, eh bien il va falloir rétablir le niveau minimum de fibres. On parle de 30 à 40 grammes minimum par jour. On peut s'aider avec, moi ce que je conseille, j'aime beaucoup le psyllium, qui est une petite poudre qu'on achète dans les magasins bio et qu'on peut mettre dans son alimentation, dans les desserts, les yaourts par exemple, mais aussi les soupes ou dans un fond d'eau. Mais il y a aussi les adeptes par exemple des graines de chia, des graines de lin notamment, pourquoi pas. Et puis parfois, effectivement, il faut arriver à la solution médicamenteuse, c'est-à-dire les laxatifs. Et malheureusement, dans certains cas, les laxatifs ne fonctionnent plus. On peut, avant de dire qu'ils ne fonctionnent plus, les combiner entre eux. Il existe différents laxatifs qui fonctionnent différemment, donc on a le droit de les associer entre eux. Ça, évidemment, c'est de l'ordre du médecin. Il faut absolument consulter pour ça, hein. On ne fait pas n'importe quoi, on ne mélange pas n'importe quoi. Donc c'est vraiment de l'ordre du spécialiste. Quand les laxatifs ont été utilisés, qu'ils ont été combinés et que ça ne fonctionne pas, on peut être amené à proposer un système de lavement à la maison. On appelle ça de l'irrigation transanale. Ça fonctionne très bien, c'est quand effectivement les laxatifs ne marchent plus suffisamment. Alors ça ne se fait pas n'importe comment, il y a nécessité d'être formé, on appelle ça de l'éducation thérapeutique. On fait passer une infirmière à la maison qui explique comment utiliser le système. Et puis après, la personne devient autonome. Et moi, j'ai beaucoup de patients qui ont eu un changement de vie vraiment grâce à ce système. Et enfin, dernière chose, dans des cas très très spécifiques de côlon qui ne se contracte quasiment plus du tout, ou dans des pathologies particulières, on peut être amené à mettre un petit tuyau à travers la peau directement au niveau du côlon droit. Ça s'appelle une sécostomie et ça permet là encore de venir mettre de l'eau directement dans le côlon pour éliminer les matières fécales. C'est un système d'irrigation aussi, mais directement cette fois-ci à travers la peau jusque dans le côlon. Passons à la deuxième question. Pré-éclampsie, HELP syndrome, cholestase gravidique, dois-je être suivie? Waouh, ça fait 3 pathologies, 3 questions en une. Je vais vous répondre parce que vraiment le sujet de la cholestase gravidique, je crois que c'est un des sujets qui revient le plus sur mon compte Instagram. Déjà, ce sont des 3 pathologies qui sont en lien avec la grossesse. Pour commencer, la prééclampsie est associée à une hypertension artérielle et une protéinurie, ça veut dire la présence de protéines dans les urines. La prééclampsie résulte d'un dysfonctionnement du placenta. HELP syndrome est sa complication gravissime qui met en jeu le pronostic de la mère. Et ça s'accompagne sur la prise de sang d'anomalies du bilan du foie. Mais pas que, puisqu'il y a aussi des troubles de la coagulation et des anomalies des plaquettes. Rien à voir, la cholestase gravidique, c'est aussi une maladie de la grossesse. C'est une maladie du foie et de la vésicule biliaire qui touche uniquement les femmes enceintes et le plus souvent au 3e trimestre de la grossesse. Ça touche quand même environ 1% des femmes
Et les signes physiques sont celui de l'apparition d'un prurite, c'est-à-dire d'un grattage du corps, surtout au niveau de la paume des mains et de la plante des pieds. Et puis ces symptômes physiques s'accompagnent d'anomalies, encore une fois, sur la prise de sang dans le bilan hépatique. Le risque de cette maladie, il est surtout fœtal. On a déjà vu des morts fœtales in utero, c'est très rare, fort heureusement, mais ça existe. Et c'est pour justement ne pas arriver à ce risque-là que le déclenchement de l'accouchement est discuté. Si vous avez été atteinte de ces 3 maladies-là ou que d'une seule pendant votre grossesse, il est vraiment important effectivement que vous soyez suivi pour une prochaine grossesse à venir. Une question, est-ce que l'on voit un dysfonctionnement du foie sur la prise de sang? Question bête. Il n'y a pas de question bête. Oui, bien sûr, on peut voir une anomalie, un dysfonctionnement du foie sur la prise de sang. On réalise ce qu'on appelle un bilan hépatique, avec généralement des transaminases, ALAT, AZAT, un dosage des gamma-GT et un dosage des phosphatases alcalines. On y associe également le dosage de la bilirubine. Le bilan hépatique va nous permettre de faire le diagnostic, mais aussi de surveiller l'évolution d'une maladie chronique du foie, par exemple, lorsqu'elle est sous traitement. Deuxième question, le kéfir a-t-il des bienfaits? Oh oui! Oh oui! Kéfir, qu'est-ce que c'est? C'est une boisson préparée à partir de grains de kéfir. Le kéfir est une boisson préparée à partir de grains de kéfir qui sont riches en levure et en petites bactéries. Ces grains de kéfir agissent comme un levain et on obtient à partir de ça une boisson pétillante. On utilise les grains de kéfir de lait et les grains de kéfir de fruits. Le kéfir est riche en probiotiques et donc il va participer à notre bonne santé digestive. On sait à quel point avoir un microbiote en bonne santé est important pour notre ventre, mais pas que pour notre ventre. Alors oui, encore 1000 fois oui, le kéfir est bon pour la santé. Enfin, dernière question, mais qui revient régulièrement, pourquoi l'estomac gargouille-t-il quand on a faim? Eh bien, il ne gargouille pas que quand on a faim, en fait. L'estomac et le tube digestif en général se contractent en permanence pour faire progresser ce qu'on appelle le bol alimentaire, c'est-à-dire les aliments tout le long du tube digestif. Pourquoi? Pour participer à la digestion, tout simplement. Et évidemment, ça gargouille quand ça bouge, il y a de l'air, il y a du liquide, il y a des aliments et ça fait du bruit. Ça gargouille, on appelle ça dans notre jargon médical des borborigmes. Rassurez-vous, ces bruits sont complètement normaux. C'est même d'ailleurs quand il n'y a pas de bruit qu'il faut s'inquiéter parce que ça veut dire que le transit ne se fait pas correctement. Certains de mes patients s'en plaignent, il y en a certains qui consultent pour ça, mais vraiment il ne faut pas s'inquiéter. Malheureusement, on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est un signe presque de bonne santé. Et d'ailleurs, je leur dis souvent, moi aussi, j'ai des bruits. D'ailleurs, il y a des bruits qui s'invitent lors de la consultation. C'est pas grave, c'est normal. C'est vrai que quand on a faim, que l'estomac est un peu vide, ou quand on est stressé, ça peut faire un peu plus de bruit, mais que voulez-vous, c'est comme ça. C'était une très longue vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions pour des prochaines FAQ, vous n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'espère vraiment vous retrouver très vite sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Salut!